Bonjour, Anin Tansé. De 1949 à 1963, les Oblats du Manitoba organisent à l'échelle de la province une série de 6 congrès pour les missionnaires qui travaillent auprès des Indiens et des Métis. Ces congrès ont comme objectif général de réunir les missionnaires pour discuter de leurs problèmes d'apostolat et de tâcher d'y apporter des solutions. Le but de cet exposé est d'abord de vous présenter un sommaire de ces délibérations et ensuite de faire ressortir certaines politiques missionnaires qui s'en dégagent. 2 questions, entre autres, retiendront notre attention. Quelles sont les préoccupations majeures des Oblats à cette époque et quelles sont leurs méthodes d'évangélisation? Ce travail ne prétend pas être exhaustif. Il ne s'agit pas de savoir si ces politiques ont été effectivement appliquées ou mises en pratique. Il appartiendra à d'autres chercheurs d'approfondir certaines questions que j'ai à peine effleurées. Pour faire ce travail, je me suis servi des rapports des congrès missionnaires que les Oblats de la province du Manitoba ont tenus de 1949 à 1963. Ces documents sont disponibles aux archives de la Maison provinciale des Oblats à Saint-Boniface. Le travail se divise en 3 parties. Un arrière-plan historique, une brève description de chaque congrès et une analyse thématique pour l'ensemble des congrès. À la fin des années 40, les Oblats deviennent de plus en plus conscients du fait que les conditions sociales et économiques des Indiens et des Métis posent de sérieux défis à leur travail missionnaire. C'est dans ce but qu'en 1948, les Oblats demandent au père Joseph-Étienne Champagne, OMI, de l'Institut de missiologie de l'Université d'Ottawa, d'organiser une recherche intitulée « Enquête sur les conditions économiques, politiques, sociales et religieuses des Indiens du Canada ». Délégué par le père Philippe Schaeffer, OMI provincial, le père Guy de Bretagne, OMI, consacre les mois d'été 48 et 49 à mener l'enquête auprès des Oblats de la Saskatchewan, du Manitoba et du nord-ouest de l'Ontario. Notons ici que certains buts de l'Institut de missiologie et des congrès missionnaires se ressemblent. Par exemple, assister d'une façon scientifique les missionnaires dans leur travail et résoudre une fois pour toutes le problème indien. Il est important aussi de situer cette mise en question des Oblats du Manitoba dans le contexte du temps où l'on voit une autre mise en question semblable sur le plan politique. La commission d'enquête conjointe du Sénat et de la Chambre des communes, la Chambre des députés de 46 à 48 sur les Indiens du Canada aboutit à la révision de l'Acte indien de 1951. La politique du gouvernement fédéral de cette époque est l'assimilation des Indiens dans la société. L'Église catholique, de son côté, est à l'aube du Concile Vatican II. Il y a des tensions dans l'Église, surtout au niveau de la pratique pastorale et de son rôle dans le monde moderne. De part et d'autre, l'idée d'une approche scientifique à la mission commence à percer et à faire son chemin. De cette esquisse historique se dessine déjà une première politique. Les Oblats prennent conscience de la nécessité de tenir compte des conditions de vie des Indiens et des Métis pour planifier leur apostolat. Voici donc une brève description des thèmes de chaque congrès, chronologiquement et individuellement. 1949, l'œuvre éducationnelle scolaire des Indiens. 1950, la pastorale missionnaire par le contact apostolique. 1953, évaluation des congrès précédents et 9 thèmes à l'étude, dont l'organisation des missions et un projet de collaboration avec l'Institut de missiologie de l'Université d'Ottawa. 1959, notre problème missionnaire et ses méthodes et les questions administratives. 1961, 6 thèmes à l'étude, dont une présentation du père André Renaud, OMI, sur les écoles indiennes et les politiques du gouvernement. 1963, l'action sociale et le missionnaire. La démarche des congrès est rigoureuse. Des articles et des documents à lire, des études sur des sujets précis et des travaux en commission.
Autrement dit, il faut y arriver préparé intellectuellement. Le thème du premier congrès en 1949 est l'œuvre éducationnelle scolaire en regard du milieu social, économique et religieux des Indiens. Les Oblats identifient 3 problèmes majeurs. Le premier, l'institutionnalisme, donne priorité au fonctionnement organisationnel de l'école au déprimant du développement académique et spirituel des élèves. On affirme que l'école doit être au service de l'enfant et non l'enfant au service de l'école. Le deuxième est la matérialisation de leurs occupations. Il semble qu'un certain positivisme clérical se serait infiltré au point où l'on s'attarde trop aux travaux manuels et aux tâches matérielles. On y va de l'instinct, souligne le rapport, car c'est plus immédiatement consolant de voir les fruits de nos efforts, tant que parfois la conception même du principalat est faussée, réduit à la simple administration temporelle, le reste étant laissé aux sœurs. Le troisième problème, l'individualisme, s'exprime surtout au niveau de relations, ou plutôt du manque de relations qui doivent exister entre le principal de l'école, le personnel et les missionnaires. Tous sont d'accord qu'il faut plus d'esprit d'équipe. Le rapport suggère que si cet esprit se développe, il ne tardera pas à se répandre et à pénétrer même le groupe des enfants. Certains Oblats attribuent ces problèmes à une formation scolastique inadéquate pour travailler auprès des Indiens et des Métis. Le manque de connaissances théoriques, de méthodes de recherche, de travail dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie, de l'anthropologie et de la sociologie. De plus, certains missionnaires rejettent la thèse générale du temps, le système D, où en mission, débrouillez-vous le mieux que vous le pouvez par vous-même. Nos expériences, disent-ils, ne sont pas assez concluantes et nous ne sommes pas assez compétents pour en fixer les formes bien adaptées à nos Indiens. Les Oblats cherchent tout de même à procéder le plus scientifiquement possible. Le rapport précise, nos conclusions seront plus certaines si notre travail est le plus solidement, le plus scientifiquement établi. Le père de Bretagne propose qu'une initiation aux sciences pédagogiques ne ferait pas de tort. Nous, Oblats, devrions être les premiers qualifiés. Car comment oserions-nous exiger de nos aides religieux et laïcs qu'ils aient les qualifications requises par le gouvernement si nous-mêmes, Oblats, ne connaissons rien en fait de programme ou méthode académique? Le rapport, cependant, ne mentionne pas si les Oblats ont formulé une politique pour faire spécialiser certains de leurs membres dans une science humaine ou sociale. Au contraire, celui qui allait poursuivre des études semblait être l'exception. Ces préoccupations à l'endroit de la formation des missionnaires reflètent la question que le père Champagne a posée dans son enquête. Est-ce que le personnel de nos missions et de nos écoles indiennes est suffisamment et dûment qualifié? Une deuxième politique est donc formulée, adopter et adapter les formules de l'Action catholique, voire juger, agir. Une première réflexion nous porte à croire que ces 3 problèmes, l'institutionnalisme, la matérialisation de leurs occupations et l'individualisme, n'ont presque rien à faire avec les conditions de vie des Indiens. Ces problèmes sont plutôt liés au fonctionnement de l'école et au manque de formation professionnelle et scientifique du personnel Oblat. Ce qui nous incite à dire que le problème indien, tel que défini et envisagé par les Oblats de cette époque, n'est pas d'abord un problème indien, mais est bel et bien un problème Oblat, un problème missionnaire. En résumé, nous avons des situations où les idées et les champs d'action sont vraiment polarisés, ce qui peut indiquer une tension sérieuse dans le travail missionnaire de cette époque. Par exemple, le bien de l'institution ou le bien des élèves, le travail matériel ou le travail spirituel et académique, le système débrouillez-vous ou une formation professionnelle et scientifique. Le thème précis du congrès de 1950 est la pastorale missionnaire par le contact apostolique. Au programme figurent 4 sujets.
L'adaptation missionnaire s'adresse à l'usage des sacrements, la christianisation de la famille, du travail et des loisirs. L'organisation pastorale insiste sur le contact apostolique, la visite des gens, leur fréquence et leur durée. L'effort de conquête missionnaire pose de sérieux défis. Il s'agit d'efforts continus pour contacter, apprivoiser et conquérir les gens. Le débat sur les œuvres pastorales nous ouvre un nouveau champ d'action. On constate qu'on a peut-être consacré trop d'énergie dans le passé à aider les jeunes, en particulier dans les écoles, et pas assez auprès des jeunes couples et dans les foyers. Nous remarquons maintenant que l'accent se déplace de la jeunesse vers les adultes, ce qui exprime une troisième politique. Certains missionnaires réclament encore une autre étude de la vie des Indiens et des Métis, mais cette fois en vue de les aider matériellement. Selon eux, c'est plus facile de les évangéliser si on élève leur niveau de vie matériel, par exemple, en leur donnant des vêtements usagés. C'est une expression de la thèse « civiliser en vue d'évangéliser », une quatrième politique. Les vœux et les résolutions se résument ainsi. Développer les dévotions et l'apostolat marial. Bien tenir les livres des âmes dans les missions et le codex historicus dans les presbytères. Et nommer un chapelain pour le sanatorium. Il est intéressant de noter le fait que les résolutions de ce congrès ne correspondent pas tout à fait à ce qui avait été fixé comme but et objectif du congrès, notamment établir des contacts apostoliques. On peut se demander pourquoi. Qu'est-ce que cela suggère? L'insécurité, la résistance au changement, la non-pertinence, l'apathie, la surcharge. Dans son discours de clôture, le père provincial invite les missionnaires à nourrir leur esprit apostolique de foi et d'intelligence. N'ayons pas peur, dit-il, de l'étude et de la missiologie. Le congrès de 1953 traite de 9 sujets particuliers, entre autres l'organisation des missions, adapter les méthodes d'évangélisation à la psychologie indienne et le projet de collaboration avec le Centre de recherche en anthropologie d'Ottawa. Mais c'est l'évaluation des 2 congrès précédents par le nouveau provincial, le père Paul Piché, qui attire d'abord l'attention. Il invite les participants à se demander ce qu'ils ont fait des résolutions. Par exemple, faire équipe avec tout le personnel, organiser et participer aux journées pédagogiques, développer le goût du travail et l'esprit d'initiative chez les Indiens, faire des visites pastorales chez les gens. À la grande stupéfaction de tous, le père provincial affirme d'une façon catégorique « Il n'en résulte qu'on n'a guère travaillé sérieusement en ce sens de façon générale. » Suite à cette mise à l'ordre plutôt sévère, les congressistes redoublent d'ardeur lorsque le temps vient pour reformuler des résolutions. D'un côté, ils cherchent à adapter le travail missionnaire à la psychologie indienne. D'un autre côté, à améliorer les relations avec le monde extérieur, les agents du gouvernement, les inspecteurs d'école et les évêques. Le rapport mentionne aussi d'autres pistes à poursuivre. Développer un high school pour nos Indiens, mettre sur pied un petit séminaire pour attirer les vocations sacerdotales, organiser les missions sur une base paroissiale. Ces nouvelles suggestions semblent indiquer le besoin que ressentent les Oblats de se donner de nouveaux mécanismes et de nouvelles structures pour accomplir leur mission, spécialement dans leur relation avec le monde extérieur. Donc, une 5e politique, développer des bonnes relations avec les organismes extérieurs. Quant à la méthodologie missionnaire, on donne de nouveau priorité aux techniques de travail de l'Action catholique. La question de faire des Indiens et des Métis des chrétiens responsables de leur milieu semble émerger comme l'une des principales politiques de toute l'activité missionnaire. En 1959, le thème du Congrès est notre problème missionnaire et ses méthodes. Il s'agit d'étudier l'organisation du ministère, la répartition des postes dans les dessertes et missions et le problème particulier du financement des missions. Pour certains missionnaires, la question du contact apostolique se situe au cœur de l'organisation des missions.
La fréquence et la durée des contacts missionnaires avec les Indiens et les Métis assurent la présence de Dieu dans leur vie. Alors, le missionnaire doit-il demeurer dans la réserve ou à l'école indienne? Pourquoi ne pas ériger une résidence dans la réserve et y rester quelques jours pour y visiter les gens? Le contact d'entretien, rentrer et sortir de la mission la même journée, n'a plus sa place. Les Oblats constatent qu'il faut non seulement connaître les conditions de vie des gens, première politique, mais il est également important d'établir des contacts constants et significatifs avec eux. Ce qui constitue la sixième politique, il faut aller aux gens et non les attendre simplement, exhorte le rapport. Le financement des missions intéresse beaucoup de missionnaires. La remarque est faite qu'il existe diverses sources de fonds, les évêques, les bienfaiteurs, nos familles, et même la création d'un fonds de mission. Le problème du financement des missions suscite plusieurs questions, mais nulle part dans le rapport, on se demande si les Oblats ont pensé à inviter les Indiens et les Métis de contribuer financièrement au fonctionnement de leur propre Église. Chacun semble se débrouiller à sa façon pour ramasser les fonds qui lui sont nécessaires, ce qui lui donne lieu à une septième politique. Dans son discours d'ouverture du Congrès de 1961, le père Émile provincial interpelle durement les missionnaires sur la valeur de ces congrès. Est-ce que les missionnaires sont intéressés à ces rencontres? Le nombre des assistants pourrait nous fournir une réponse. Pourquoi on ne s'y intéresse pas? Est-ce que ça demande trop de travail supplémentaire? Est-ce que c'est parce que les missionnaires ont un complexe d'infériorité devant certains conférenciers en matière de sociologie ou de missiologie? Est-ce que c'est parce que les missionnaires craignent de se renouveler et d'être obligés de changer leur méthode d'apostolat? On peut se demander ce que cet examen de conscience peut révéler sur l'état d'esprit des missionnaires. Par exemple, si les Oblats se sentent à l'aise de travailler auprès des Indiens et Métis, qu'en est-il du complexe d'infériorité? Les Oblats se sentent-ils inférieurs parce qu'ils n'ont pas reçu une formation scientifique pour travailler auprès des Indiens et des Métis? Se sentent-ils à la hauteur de la situation? Se sentent-ils dépassés par la tâche? Est-ce une tâche qu'ils acceptent et subissent au nom de l'obéissance religieuse? On peut se demander aussi si les Oblats sont prêts à changer. Ou croient-ils qu'ils font déjà un travail suffisant et assez satisfaisant? Et comme le souligne le rapport, c'est toujours assez bon pour les Indiens. En fin de compte, la question lui a posée, les Oblats sont-ils vraiment intéressés ou non à travailler auprès des Indiens et Métis? Et se fondant sur le nombre de participants au récent congrès, le père provincial semble croire que les Oblats en général n'ont pas beaucoup d'intérêt personnel à y travailler. Comme le mentionne un missionnaire, on travaillait avant tout pour plaire au bon Dieu. Ce congrès de 1961 n'a pas de thème particulier, mais présente 5 objets d'étude relatifs aux méthodes d'évangélisation. D'abord, le rapport de Jean Lagacé en 1959 sur les conditions sociales et économiques des Indiens et des Métis fait choc au Manitoba. Ce document critique tous les secteurs de la société, les églises inclus, et les invite à une prise de conscience collective sur la situation déplorable des Indiens et des Métis du Manitoba. Le père Gontran-Laviolette OMI parle ensuite de la conférence des Indiens et des Métis tenue annuellement à Winnipeg et il se demande pourquoi les Oblats n'y figurent pas. À cet effet, on formule une 8e politique, que les Oblats soient présents là où le sort des Indiens et des Métis est en jeu. Les autres sujets traitent de l'usage de la langue indienne et de la radio dans les méthodes d'évangélisation. Le père André Renaud OMI anime la dernière session, l'enseignement secondaire chez nos Indiens et les politiques du gouvernement. Il souligne la grave responsabilité des Oblats de rappeler constamment aux inspecteurs d'école les besoins des Indiens en éducation. Les missionnaires ont également à lutter contre les politiques du gouvernement, qui veut à tout prix éliminer l'influence des églises dans le domaine de l'éducation.
Il faut y mettre toute notre influence, conseille le père Renaud. Sinon, le département des Affaires indiennes continuera sa thèse d'assimilation. De là, les Oblats présentent un bref au gouvernement dans lequel ils demandent une division catholique pour l'administration des écoles indiennes. À première vue, les Oblats semblent se présenter comme les défenseurs des Indiens en matière d'éducation. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, est-ce que le bref ne vise pas plutôt à sauvegarder et à promouvoir les intérêts des Oblats, par exemple, maintenir et augmenter le nombre de conquêtes dans les rangs de l'Église catholique? De plus, ces écoles catholiques servent d'excellents moyens pour combattre le paganisme indien qui conserve sa vitalité dans les réserves malgré les efforts des missionnaires pour le supprimer. Par ailleurs, le rapport mentionne que presque partout, les missionnaires ont usé de leur influence par des entretiens, des meetings, articles de journaux. Au fond, personne n'a pris la chose au sérieux dans la peur qu'on a de voir disparaître un grand moyen de financement des missions que sont les écoles résidentielles. Le père Renaud invite ensuite les missionnaires à participer à une enquête sur la vie culturelle des Indiens. Certains missionnaires s'objectent carrément à ce projet. L'un s'exclame « On n'a pas le temps de faire de la recherche en mission ». Ce que ce missionnaire peut bien vouloir dire plus précisément, ce n'est pas qu'il est contre ce projet de recherche comme tel, mais que dans le fond de lui-même, il déplore peut-être le fait qu'il n'a pas à sa disposition des moyens scientifiques pour faire cette recherche. Un missionnaire chevronné pose candidement la question « Qui peut vraiment pénétrer la mentalité de l'Indien ?» Ce débat démontre que certains missionnaires se rendent de plus en plus compte qu'établir un contact apostolique avec les Indiens et les Métis implique une rencontre interculturelle, qui n'est pas chose facile à comprendre et encore moins chose accomplie. À la fin de cette session, un missionnaire d'expérience invite ses confrères à manifester un réel amour pour les Indiens et à cesser, une fois pour toutes, de parler de leurs défauts et de leurs vices. Cette intervention ne contient peut-être pas de politique comme telle, mais elle invite tout de même les Oblats à réviser l'image qu'ils ont des Indiens et des Métis et à remplacer leur perception négative et stéréotypée par une perception plus juste et positive. Dans un même souffle, le père Guy de Bretagne ne cache pas ses préjugés raciaux lorsqu'il affirme « N'oublions pas que l'Indien est affaibli dans sa volonté par des millénaires de vie païenne et des contradictions internes dues à son métissage biologique et culturel. » Le thème du congrès de 1963 a comme objet l'action sociale et le missionnaire. Les questions suivantes retiennent l'attention des missionnaires. Pouvez-vous défendre et présenter les arguments qui justifient votre rôle dans l'action sociale en tant que prêtre et missionnaire? Montrez comment, d'après votre expérience, on conçoit le rôle du missionnaire pour que l'action sociale ne nuise pas à leur ministère, mais bien au contraire contribue au renouvellement de nos missions. Ce questionnaire indique un tournant décisif dans la vision du travail missionnaire chez les Oblats du Manitoba. Tout en assurant une pastorale basée sur la sacramentalisation, on veut intégrer les éléments d'une pastorale orientée vers la justice sociale. D'où une 9e politique, faire de la justice sociale une partie intégrante de l'œuvre d'évangélisation. On passe aussi d'une politique de faire des Indiens des chrétiens responsables de leur milieu à une politique où la personne a la primauté. Dorénavant, il s'agit de travailler à la personnalisation des Indiens et des Métis. Donc, une 10e politique, insister d'abord sur le développement de la personne et sur tout ce qui peut contribuer à leur personnalisation dans ses dimensions physiques, sociales, intellectuelles et spirituelles. La 11e politique concerne la méthodologie missionnaire. C'est l'adoption des méthodes et de l'éducation adulte dans le travail missionnaire selon les principes de l'action sociale. Et c'est la doctrine sociale de l'Église qui imprègne toutes ces discussions. Plusieurs missionnaires se réfèrent à l'encyclique Mater et Magistra du pape Jean XXIII pour comprendre le monde moderne et y lire les signes des temps.
Les documents des évêques de France aident aussi à clarifier le rôle du prêtre dans l'action sociale. C'est par la médiation du laïcat que la loi divine s'inscrit dans la cité terrestre. Le prêtre n'a pas à régenter ni à diriger, mais il doit éclairer et animer. Le rôle du missionnaire oblat est donc appelé à changer d'une façon radicale. Il interviendra dorénavant en contribuant à la formation des laïcs qui joueront leur rôle de ferment social dans le monde. À cet effet, on exprime une 12e politique. Au lieu d'essayer de faire le travail missionnaire tout seul, les Oblats s'engagent à collaborer d'une façon efficace avec les agences et toutes les gens de bonne volonté pour travailler ensemble à la personnalisation et au relèvement social, économique et spirituel des Indiens et des Métis. Le but de ce communiqué était de vous présenter un sommaire de délibération de ces congrès et d'en dégager les principales politiques missionnaires. Comme vous le constatez, c'est impossible de tout couvrir et de tout dire. Je m'en tiens seulement à quelques aspects essentiels. Voici donc, d'une façon succincte, les 12 principales politiques. 1. Les Oblats prennent conscience de la nécessité de tenir compte des conditions de vie sociale, économique, politique et religieuse des Indiens et des Métis pour planifier leur ministère. 2. Adopter et adapter à la psychologie indienne et métisse les formules voir, juger, agir de l'Action catholique. 3. Travailler davantage auprès des jeunes foyers et adultes dans les réserves. 4. Civiliser en vue d'évangéliser. 5. Développer des bonnes relations avec les agences sociales et gouvernementales. 6. Non seulement faut-il tenir compte des conditions de vie des Indiens et des Métis, première politique, mais encore faut-il établir des contacts constants et significatifs avec eux. 7. Chacun se débrouille pour ramasser des fonds pour sa mission. 8. Être présent là où le sort des Indiens et des Métis est en jeu. 9. Faire de la justice sociale une partie intégrante de l'œuvre d'évangélisation. 10. Insister d'abord sur le développement de la personne et sur tout ce qui peut contribuer à la personnalisation des Indiens et des Métis. 11. Adopter les méthodes d'éducation d'adultes dans le travail missionnaire selon les principes de l'action sociale. 12. Non seulement faut-il entretenir des relations cordiales avec les agences sociales et gouvernementales, 5e politique, encore faut-il collaborer d'une façon efficace avec elles. En résumé, ces politiques nous démontrent qu'une transformation de fond s'est opérée durant cette période. Le travail missionnaire se transforme d'un travail pour gagner des âmes à la cité céleste à un travail pour l'instauration du royaume de Dieu dans la cité terrestre. On passe également d'une conception de la vie catholique définie comme sacramentelle à une conception de la vie chrétienne dans la justice sociale. Quant aux méthodes d'évangélisation, on a essayé de passer d'une perspective à partir de laquelle on veut atteindre des objectifs qu'on définit à une perspective à partir de laquelle on veut répondre à des besoins. Ainsi, on passe d'un travail missionnaire exercé presque exclusivement à l'intérieur des cadres du monde clérical à un travail de collaboration avec ceux et celles qui partagent les mêmes buts et objectifs que nous. La majorité des thèmes et des politiques, cependant, semblent émerger des besoins pragmatiques et immédiats, ce qui peut nuire à la planification pastorale à long terme. C'est peut-être pourquoi on a de la difficulté à saisir la continuité des thèmes d'un congrès à l'autre. Pour conclure, cette période de 1949 à 1963 manifeste des tensions évidentes. Souci de rendre pertinente la vie missionnaire à la vie quotidienne des Indiens et des Métis et concentration de la réflexion sur la méthode missionnaire, l'approche missionnaire et la pastorale. La majorité des missionnaires semblent comprendre la problématique missionnaire, mais en même temps, ils semblent avoir de la difficulté à rendre pertinentes les solutions qu'ils veulent apporter. C'est peut-être la raison pourquoi la formation des missionnaires est un sujet crucial, qui revient à plusieurs reprises. On peut se demander jusqu'à quel point la réflexion des Oblats sur leur action missionnaire les amenait à se convaincre de l'importance, voire la nécessité d'une formation et d'une approche scientifique dans leur travail missionnaire.
Ces congrès, en tant que mécanisme de réflexion, semblent diriger les Oblats jusqu'à un certain point dans leur formation, et puis, tout à coup, ça n'avance plus, ça ne débouche pas. C'est comme si un obstacle bloque la route et qu'on a de la difficulté à l'enlever ou à le contourner. Par exemple, le projet de collaboration avec le Centre de recherche en anthropologie de l'Université d'Ottawa semble avoir été mis de côté. On n'en entend plus parler. En guise de conclusion sur la formation des missionnaires, le rapport soutient que la réalité est que les missionnaires n'ont jamais eu aucun entraînement spécial pour travailler auprès des Indiens et des Métis. Ainsi, on ressent qu'au long de cette démarche, un nœud se défait et un chemin commence à se tracer. Cette période de 15 ans forme un cercle complet. Les questions qu'on pose en 1948 sont posées à nouveau en 1963. Il est intéressant de noter que toute la réflexion sur l'activité missionnaire durant cette époque s'est faite à huis clos. Il n'y a eu aucune consultation avec les Indiens et les Métis.